Alors, merci beaucoup au vrai Marc Finot. Je n'ai pas la prétention de me remplacer, de me substituer à Marc, mais donc, évidemment, vous m'excuserez de la subordination ou plutôt l'utilisation fallacieuse de son nom. Alors, merci beaucoup pour cette introduction riche autant que le programme. Vous m'excuserez le lieu, il se trouve que je suis non pas chez moi, mais en transit entre deux colloques à Varsovie. Hein, vous avez tous à l'esprit, vous le savez autant que moi, que nous sommes dans une période critique dans laquelle la Pologne joue un rôle particulièrement prégnant dans le cadre de l'émergence ou la réémergence de la résilience sécuritaire européenne. Bon, ça, autonomie stratégique, même si je modérerai un peu la manière dont le président Emmanuel Macron se gargarise un peu de ce mot. Enfin, bon, nous sommes dans la fin de la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne de la Pologne. C'est la raison pour laquelle je me trouve actuellement à Varsovie, ayant terminé un colloque précisément pour parler de cette ambiguïté stratégique. Je crois que c'est préférable de l'intituler ainsi. On a le sentiment un peu régulièrement, sous la forme de ce qu'on peut appeler un marronnier, qu'on reprend toujours les mots valises, les buzzwords, comme disent les anglo-saxons. On essaie de réinventer la roue, car après tout, l'autonomie stratégique, l'idée d'une Europe de la défense, certains vont même plus loin en parlant d'une armée européenne. Ce n'est pas mon point de vue, car les mots ont leur sens et il faut avoir la responsabilité de le penser comme tel, reviennent régulièrement. Quand le président Emmanuel Macron par exemple, à l'occasion de la sortie de la revue stratégique en 2017, lance l'idée d'une initiative européenne d'intervention, donnant enfin le sentiment que les Européens sont prêts à s'unir pour projeter des forces sur une période donnée, 4 à 5 mois, sur une distance de 5 kilomètres, à raison de 5000 hommes, donc une force expéditionnaire, une sorte de capacité européenne d'action extérieure. Ayons tous à l'esprit que déjà à l'occasion de la communauté européenne de défense, le balbutiement de l'Europe de la défense entre mai 1952 et août 1954, même si ça a été trop bref, il en était déjà question. Donc, mon propos consistera peut-être à m'appuyer sur des faits historiques. Nous sommes aujourd'hui dans la célébration du 18 juin. Le général de Gaulle nous rappelait déjà en 1951 ce que devait être l'Europe de la défense. Je cite, vis-à-vis de la Russie, tout recul des Européens aura pour effet de surexciter l'agresseur, les puissances occidentales, nous sommes encore membres permanents et participants au comité militaire de l'OTAN, toutes les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme et de se réarmer. Donc déjà était posée la question de la capacité capacitaire des pays de l'Union européenne à faire face, non pas seuls, en symbiose, en convergence stratégique, si je puis le dire ainsi, face à une adversité, à l'époque soviétique, aujourd'hui russe, et au-delà, orientale, chinoise, iranienne. On y reviendra sans doute là aussi. Mais tout ça pour dire que mon propos initial consistera à détricoter ou plutôt remettre en cause un certain nombre de faits pourraient sembler innovants, mais qui ne le sont pas comme tels. J'ai fait une liste un peu à l'après-vert, une Europe de la défense pour que certains vont jusqu'à appeler une armée européenne, une guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité dont il s'agit, c'est une guerre de haute intensité aérienne, telle qu'on l'a vu ces derniers jours face à l'Iran, et pas une guerre de haute intensité terrestre, à moins que nous ayons la capacité et l'honnêteté de dire que les Ukrainiens font cette guerre de haute intensité depuis 3 ans avec les 100 bataillons dont ils disposent, les 800 000 hommes, face à une adversité beaucoup plus numériquement importante, le rapport étant toujours de 4 contre 1. L'autonomie, comme je l'ai dit, et l'ambiguïté stratégique, car à force de tout dire, à force d'être trop précis, on détricote ce que doit être une ambiguïté stratégique. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la grammaire nucléaire. Je sais que je parle ici devant des fins connaisseurs, donc je pense que ce sera un élément important à avoir à l'esprit. Voilà un autre mot valise qu'il me plaît toujours de critiquer, l'économie de guerre. Car nous ne sommes pas en économie de guerre. L'économie de guerre, c'est la Russie qui, en 3 mois, fabrique ce que l'OTAN, l'ensemble des pays de l'OTAN, fabrique en une année. Aujourd'hui même, il y a quelques heures, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure, Kaja Skala, a nommément dit que si la Russie s'en prenait à l'OTAN, elle serait battue.
à plat de couture, rajoute-t-elle. Donc ce langage me semble un peu cavalier. En tout cas, si nous sommes en économie de guerre, ça veut dire que nos entreprises doivent avoir la capacité de ne faire que ça. Et donc on en revient à des logiques de mobilisation financière que nous n'avons pas connue, nous, depuis la guerre d'Indochine, où nous avions quasiment 12% de notre PIB consacré à la défense, et les Américains, la guerre de Vietnam, avec à peu près 10 à 12% de leur PIB consacré aux questions de défense. Donc, essayons peut-être de relativiser un certain nombre de propos, mais évidemment, le secrétaire général de l'OTAN nous rappelle que si nous devrions rentrer en économie de guerre, il faudrait évidemment construire, comme l'a fait la Russie en 3 mois, 1500 chars, 3000 véhicules blindés, fabriquer dans un rythme beaucoup plus rapide nos missiles de croisière et nos systèmes d'interposition ou de nos systèmes antibalistiques. Il évoque l'idée ou l'importance ou la nécessité de fabriquer à raison de 400% d'augmentation des batteries de défense antimissiles. Évidemment, la question budgétaire n'étant pas annexe et n'étant pas superficielle. Il évoque même l'idée que nous devrions avoir une capacité de symétrie avec les capacités aériennes dont dispose la Russie, appelant donc, je cite, à acheter urgemment 700 F-35, pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU, de l'OTAN, pardon, remettant, me semble-t-il, un peu en cause l'idée d'une capacité européenne à fabriquer des matériels européens par nous-mêmes, alors même que le Parlement européen, comme vous le savez, a voté un projet, une projection, une ambition, ça s'appelle le Programme européen pour l'industrie de la défense, en bon français PEID, en anglais l'European Defense Industry Programme, EDIP, qui vient donc renforcer et conforter l'idée que les pays de l'Union européenne devraient acheter à raison de 50% d'ici 2030, 65% à l'horizon 2035, les matériels militaires dont ils disposent. Facile de le dire ainsi quand, comme la France, nous n'avons que 17% de matériel que nous achetons sur étagère en dehors de notre capacité de notre base industrielle de technologie de défense française, beaucoup plus compliqué quand pour les Pays-Bas, eux n'achètent qu'à 3% à l'extérieur de leur achat quasi exclusif, 97%, avec du matériel américain et britannique. Donc, ces éléments étant posés, je pourrais aussi évoquer l'idée sur laquelle il y a une forme d'atonie, une forme de mort cérébrale de l'Alliance Atlantique. Le président Emmanuel Macron l'avait évoqué comme tel en novembre 2019. Force est de constater que la conflictualité en Ukraine ne lui a pas donné raison, puisqu'on est sorti de cette léthargie à vitesse grand V, prouvant que quand on sait désigner l'ennemi, quand on sait calibrer nos capacités de capacités offensives et nos capacités défensives, cinétiques et non cinétiques, face à une guerre qui est une guerre frontale, mais aussi une guerre hybride ou une guerre qui est une guerre périphérique ou sous le radar, comme le qualifie souvent le ministre de la Défense, prouvant donc qu'il faut investir non seulement dans les systèmes d'armes, mais dans la capacité de former les militaires à ces systèmes d'armes. Et le principe même de la défense étant basé, gagé sur la cohésion sociale et sociétale, sur les forces morales. Voilà aussi un autre mot qu'on utilise beaucoup ces derniers temps pour essayer de constituer ou de reconstituer une capacité européenne résiliente face à nos adversaires. Alors, ça a été dit par Marc tout à l'heure, on a, en tout cas sur le papier, une logique qui est une logique institutionnelle, puisqu'il existe une politique étrangère de sécurité commune, PESC, en tout cas le traité de Maastricht nous l'indique ainsi. Il existe aussi une politique de défense plus récente avec le traité de Lisbonne qui a été donc signé en 2007, ratifié en 2009, avec une politique de sécurité et de défense commune, une PSDC. Donc, il manque, pour l'instant, la capacité à faire en sorte que cette politique européenne de défense et cette politique étrangère européenne soit parfaitement partagée par les 27 pays qui la composent aujourd'hui, par les 35 qui la composeront demain, et bien évidemment, au moins, autant que faire se peut, que les 23 pays européens qui composent le pilier européen de l'OTAN, composé désormais de 32 pays, aillent dans le même sens. Et donc,
pendant ce webinaire, je vais essayer de détricoter cela en évoquant quelques caveats et en rappelant peut-être quelques vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire, mais en tout cas qui sont indispensables si nous voulons vraiment comprendre et être en capacité de se défendre, et après tout, pourquoi pas, pour prévenir une éventuelle attaque contre nos intérêts vitaux sur l'espace européen, qui, comme je le rappelle, ne concerne pas que l'Europe continentale, mais concerne l'Europe présente sur les 5 continents, les 4 continents, présente sur les 3 océans, qui fait que notre responsabilité n'est pas seulement de défendre l'Europe dans sa partie occidentale, atlantico-méditerranéenne, baltique et mer Noire, mais de défendre les intérêts de l'Europe partout dans le monde, car nous avons cette responsabilité, et également en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et bien évidemment dans la zone Indo-Pacifique, qui sont, je le dis ainsi, les 3 verrous stratégiques sur lesquels l'Union européenne doit davantage mettre de moyens préventifs et de capacités militaires. Alors, que dire de ce concept de l'autonomie stratégique? Premièrement, que ce concept de l'autonomie stratégique est, à cause de la guerre en Ukraine depuis un peu plus de 3 ans, désormais quasi unanimement partagé. Quand je dis quasi unanimement partagé, il reste quand même, malgré tout, quelques préventions sur des points précis quand il s'agit d'émettre des vétos, puisque, comme vous le savez, la politique étrangère de sécurité commune a cette obligation de passer par un vote à la majorité absolue, donc le consensus. Peut-être est-ce là aussi un sujet sur lequel il faudra se pencher assez rapidement, car cela a montré ses limites, notamment quand un certain nombre de pays ont bloqué le financement des forces armées ukrainiennes ou ont retardé la capacité de penser à l'adhésion d'un certain nombre des pays dont nous parlons, prenons que le cas de l'Ukraine ou de la Moldavie, on pourrait rajouter aussi la Géorgie. Je ne cible pas un pays en particulier, mais un certain groupe de pays à l'est de l'Europe, pas très loin du pays où je me trouve, ont ces derniers temps marqué leur différence d'approche par rapport à cette cohérence, cette structuration qui pourtant était marquée euh, noir sur blanc dans la boussole stratégique mars 2022, où il était question d'une émergence, je cite, d'une autonomie stratégique européenne partagée par l'ensemble des pays européens, avec l'idée selon laquelle, et c'est une nouveauté, elle soit désormais convergente avec le concept stratégique de l'OTAN, adopté quasiment en même moment, ce qui déjà était une gageure qui n'était pas évidente lors du sommet de l'OTAN de Madrid en juin 2022. Voyons voir si lors du prochain sommet de l'OTAN de La Haye le 24 et le 25 juin prochain, il y ait toujours cette concomitance d'approche entre le pilier européen de l'OTAN et nos partenaires de l'autre côté de l'Atlantique, notamment le principal d'entre eux, les États-Unis. Marc l'a rappelé, nous sommes dans une logique d'une forme certaine ou d'une certaine forme de désengagement militaire américain ou d'annonce de pré-désengagement militaire américain qui verrait sans doute les quelques 70 000 soldats américains présents sur le continent européen n'ont pas quitté le continent européen mais migré, plus de militaires en Pologne, davantage de renforcement militaire sur le flanc septentrional, notamment pour protéger la Baltique et pour prévenir une éventuelle conflictualité avec, non pas la Russie, mais peut-être la Chine dans la partie arctique, et puis bien évidemment un intérêt massif, comme depuis quelques jours cela est prouvé, pour avoir des bases le plus proche possible du Proche et du Moyen-Orient, précisément en Roumanie, précisément en Bulgarie, peut-être d'ailleurs en Turquie, pour pouvoir, le cas échéant, malheureusement nous nous y engageons, avoir une logique de mobilisation militaire, pour ne pas dire guerrière, de la part des États-Unis vis-à-vis d'un autre contendeur qui n'est pas la Russie, mais qui là se trouve être l'Iran. Alors, ce contexte, je le résume, d'une réécriture permanente de ce que doit être la, la valorisation ou le strict consensus, le strict minimum consensuel entre les Européens pour savoir quels moyens mettre à disposition des armées européennes
pour pouvoir donner l'impression que les Européens se protègent, pensent leur armée de manière interopérable et évidemment protègent les frontières de l'Union européenne, les frontières orientales, il va sans dire, mais ne jamais l'oublier aussi, les frontières du Sud, les frontières méridionales de l'Union européenne, car nous avons peut-être un peu tendance à penser que la seule adversité que nous avons, et je suis ici dans un pays qui est un pays du front, donc qui est proche de la Russie, mais que malheureusement, l'OTAN ou les pays de l'OTAN ou les pays qui appartiennent à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne ont d'autres sujets de préoccupation, des menaces plus asymétriques sur la rive sud de la Méditerranée, et évidemment avec l'idée selon laquelle aussi la guerre, qui n'est pas une guerre seulement frontale, qui n'est pas seulement une guerre directe de la Russie vis-à-vis de ses voisins, de son étranger proche, mène aussi une guerre hybride contre les pays de l'OTAN ailleurs. La preuve en est avec la guerre informationnelle et la guerre d'influence qui se joue contre les Français, contre les intérêts français sur le continent africain, pas seulement de la part de la Russie, mais de plus en plus de la part de la Turquie. Alors, quels sont ces enjeux, ces perspectives visant à faire émerger une diplomatie et une défense européenne avec, je reprends volontairement et à bon escient ce qu'a dit Marc comme une forme de questionnement, est-ce que l'Europe de la défense, c'est l'Union européenne? Est-ce que l'Europe de la défense concerne les 27 pays de l'Union européenne? Force est de constater que ces derniers temps, la preuve en a été donnée autrement, car on peut appeler ça la coalition des volontaires. Les anglo-saxons appellent ça the coalition of the willing. On pourrait aussi utiliser une autre appellation anglo-saxonne, pooling and sharing. Les pays qui veulent, les pays qui peuvent, les pays qui ont la capacité d'une action militaire plus robuste et les pays veulent s'en donner les moyens. On a tous évidemment à l'esprit que nous sommes déjà dans un temps préhistorique quand nous réjouissons d'avoir 24 sur 32 pays de l'Union européenne qui consacrent 2% de leur PIB à la défense. J'étais tout à l'heure avec un collègue polonais qui appartient à l'OTAN, qui me rappelait que la Pologne se fait forte de présenter lors du prochain sommet de la Haye un budget à 4,8% de son PIB consacré à la défense, nous mettant dans une autre perspective, un peu d'histoire en arrière, en 2014, lors d'un sommet au Pays de Galles, à Norfolk, pas Norfolk, je dis une bêtise, à Newport, au Pays de Galles en 2014, nous avions pris l'engagement, nous, collectivement, sous forte impulsion, il faut le rappeler, non pas de Donald Trump, mais du président Obama, que nous consacrions 2% à minima. Force est de constater qu'il a fallu la guerre en Ukraine, il a fallu aussi un wake-up call, comme diraient les anglo-saxons, un réveil pour se rendre compte que 2% était le strict minimum et qu'il fallait sans doute aller vers 3, 3,5. Le secrétaire à la défense américain Peter Hegest et le Donald Trump l'ont répété, 5% était un minimum. Maintenant, on est dans une logique où si nous sommes tous dans cette trajectoire, alors il faudrait que nous consacrions, nous en France, non pas 50 milliards d'euros par an, 413 milliards d'euros à l'issue de la loi de programmation militaire, mais que nous ayons à la fin de la loi de programmation militaire un budget de la défense qui serait multiplié par 3, 145, 150 milliards, dans la contrainte budgétaire qui est la nôtre, avec l'endettement que nous connaissons et avec les difficultés déficitaires auxquelles nous faisons face. Force est de constater qu'il faudra bien faire des choix si telle est l'ambition que nous devons tous avoir à l'esprit. Alors, ce n'est pas que un sujet franco-français. Comme je l'ai dit, la Pologne va consacrer 4,8% de son PIB à la défense. L'Estonie est quasiment à 4%, tout comme la Lettonie. La Grèce aussi. Je fais un petit, un petit addendum à cela. La Grèce a certes un budget de 3%, c'est-à-dire 1% de plus que nous. Enfin, une bonne partie de ce budget ne concerne pas l'achat d'armement, même si nous devons nous réjouir que nos amis grecs aient désormais eu la bonne idée d'acheter des Rafales français et des frégates françaises également. Enfin, une bonne partie de ce budget est consacrée
aux nombreux anciens combattants et aux nombreuses pensions de réversion. Donc, force est de constater qu'il s'agit évidemment de faire la part des choses entre la part du PIB qui sera consacrée à l'innovation et aux équipements, à la formation et bien évidemment aux capacités donc structurelles et capacitaires. De ce point de vue, on peut se poser aussi la question, même si nous avons tous l'idée gravée dans nos esprits, que ce soit à Paris ou à Londres, enfin, plus à Paris et à Londres qu'ailleurs, qu'il faut réarmer urgemment l'Europe. Enfin, les États-Unis ne nous donnent pas forcément le bon modèle, car les Américains consacrent certes près de 1 trillion de dollars à leur défense, mais ont une capacité de dépenses militaires qui n'est pas conforme à ce qu'ils attendent de nous, puisqu'ils ne dépassent pas les 3,3%. Allez, les 3,4%. Évidemment, la capacité donc financière et budgétaire est liée aussi à la taille et au dimensionnement de nos armées. C'est pour ça que le concept d'armée européenne me semble un peu creux, un peu désuet, tant que la nature juridique de l'Union européenne n'est pas non plus aussi clairement définie, car après tout, une armée européenne irait de pair avec l'idée qu'il y ait une Europe, ou qu'il y ait une Europe qui soit une Europe institutionnellement valide et qu'il y ait une capacité de commandement. Ça a été évoqué par Marc, peut-être faudra-t-il y revenir. Il faudra bien sûr y revenir plus en détail, car on ne peut pas avoir une dissuasion nucléaire européenne s'il n'y a pas un seul décideur de cette dissuasion nucléaire européenne. Évidemment, au sein de IDN, nous savons tous à l'esprit qu'il faut aussi prendre en compte le droit et que, alors que nous pensons à un élargissement de la dissuasion nucléaire française, un remplacement de nos capacités dissuasives, parmi les 9 pays dotés, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne. Vous le savez, la Grande-Bretagne doit quand même demander l'autorisation pour armer ses tridents, alors que nous avons la capacité de le faire tout seul. Enfin, on est quand même dans une logique un peu, je vais dire, schizophrénique. 80 ans après, malheureusement, l'explosion de 2 bombes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki en août 1945, avec un traité interdisant les armes nucléaires, faut-il le rappeler, depuis 2017. Marc me corrigera, mais je crois que il y a désormais le nombre d'États suffisant pour le ratifier et qu'on est donc dans l'obligation juridique d'interdire, tout comme l'article 6 du traité de non-prolifération nous y incite également. D'autant plus que des pays européens ont été parmi les premiers signataires et qui sont par ailleurs aussi impliqués par l'obligation, même s'ils ont un statut de neutralité, que ce soit l'Irlande, que ce soit l'Autriche ou que ce soit, je crois, Chypre, la Finlande étant sortie de ce statut pour entrer dans l'OTAN. Bref, une sorte de contradiction avec d'un côté l'idée qu'il faille se réarmer urgemment. Nous sommes dans un monde dans lequel on n'a jamais autant investi dans la défense. Nos collègues du CIPRI, centre de recherche bien connu suédois, évoquent le fait que l'économie de la défense aujourd'hui, c'est quelques 2700 milliards d'investissement mondial et que force est de constater qu'on est dans une course mondiale vers l'armement conventionnel qui, de facto, réduit à néant tous les principes de démilitarisation et de dénucléarisation, particulièrement embêtant quand désormais un certain nombre de pays estiment que pour se défendre, pour se protéger, il faille revenir en arrière sur les traités qui les engageaient sur l'interdiction et le bannissement d'un certain nombre d'armes, les armes à sous-munitions, les mines et bien évidemment les armes nucléaires. On y reviendra sans doute. Quelle ne fut pas ma surprise d'avoir entendu ce matin un ancien ambassadeur français évoquer le fait que ce qui se passe en Iran devrait donner la bonne idée à d'autres pays de se doter de l'arme nucléaire, précisément en évoquant la Turquie. Nous sommes dans une logique, je le répète, de nouveau schizophrène, où la course à l'armement effrénée va d'une certaine façon nous obliger à investir encore plus pour la défense, pour nous protéger, mais a priori, les bonnes intentions que nous avons ne sont pas forcément partagées au-delà de l'espace européen, où tous les autres pays périphériques à l'Europe s'arment aussi. Prenons l'exemple de l'Algérie, qui va consacrer 22 milliards d'euros pour sa défense, c'est-à-dire la moitié du budget de la défense, avec une volonté certaine d'entraîner son voisin, le Maroc, qui consacre beaucoup moins de moyens, 5 milliards, vers une course effrénée vers l'armement qui,
donne le sentiment quand même que la raison, ou en tout cas la modération, risque d'être un peu prise à défaut, j'espère. Je ne l'espère pas, mais malheureusement, ce risque existe. Cette Europe de la défense dont je parle depuis tout à l'heure, est-ce vraiment l'Europe de la défense ou l'Europe de l'armement? Et ça, je crois que c'est un élément important quand on parle donc de l'autonomie stratégique. On a toujours tendance à évoquer le fait que l'autonomie stratégique serait une autonomie militaire et qu'il faille être indépendant des États-Unis pour ne pas être surdépendant. Je rappelle les chiffres euh, euh, puisque vous les connaissez aussi, l'Europe achète à raison de 64% ses armements sur étagère aux États-Unis. Enfin, l'autonomie stratégique, ayons quand même l'honnêteté de le dire, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une question donc littéralement stratégique. Il faut que nous réindustrialisions l'espace européen, alors que nous avons désindustrialisé et que le taux d'industrialisation, je vais y arriver, entre les Européens n'est pas homogène. Il est 2 fois supérieur en Allemagne et l'Italie est en train de nous rattraper dans son niveau d'industrialisation par rapport à la France. Donc, l'autonomie stratégique, c'est aussi de penser le futur, le temps long, et donc de s'impliquer à penser que pour nous protéger, il faut que nous ayons un avantage stratégique. Et cet avantage stratégique, il est disruptif. Il faut que nous investissions dans les projets qui feront la différence avec nos contendeurs. Si nous voulons être une puissance de l'intelligence artificielle, je crois qu'autour de nos écrans, nous le souhaitons tous, il ne faut pas juste se contenter du fait que la France soit le champion de l'intelligence artificielle dans l'espace européen, mais considérer que l'Europe est très, 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 très loin par rapport aux autres pays qui, eux, ont déjà investi et compris le champ de la dualité de l'intelligence artificielle pardon, à la fois dans une dimension militaire comme dans une dimension civile. Donc, il faut investir sur des projets d'avenir. Le supercalculateur Jean Zay, qui fera de nous, pays européens, accessoirement français, qui nous donnera la capacité donc de calcul pour prévenir, contingenter, pour ne pas dire maîtriser l'intelligence artificielle, ou la manière dont nous devons penser les énergies alternatives et les énergies du futur. Le projet ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, rassemblant des pays européens et périphériques à l'Europe, conforte l'idée que l'autonomie stratégique de l'Europe ne peut exister s'il n'y a pas une autonomie stratégique de pays qui sont périphériques à l'Europe. Ce qui se passe ces dernières heures au Canada, dans les Rocheuses canadiennes, nous prouve, nous démontre, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, que le monde et le bloc occidental n'existent plus, puisque le G7 est un G7-1, avec un président américain qui a fait de la figuration chez son voisin. Je pense que à l'occasion du prochain sommet de G7 qui aura lieu à Evian, je ne suis pas certain que le président américain fasse le déplacement. En tout cas, je suis quasiment certain que ce type de périmètre stratégique a vécu et que nous devons aussi avoir à l'esprit que nous devons trouver des coalitions, des noyaux durs, des vitesses convergentes pour que, entre pays européens nous-mêmes, nous ayons conscience qu'il y a des pays européens qui ont plus de volonté, plus de capacité et plus peut-être de vision stratégique que d'autres, mais que nous devons aussi trouver à l'extérieur de l'Union européenne des pays qui pensent comme nous. Le Canada, même si 52% des Canadiens désormais sont prêts à revenir, à venir pardon, dans l'Union européenne, je n'irai pas jusqu'à cet extrême, mais enfin, l'idée selon laquelle, pour penser notre résilience par rapport à la Russie, je ne prends que cet exemple, je pourrais aussi le prendre vis-à-vis de la Chine, mais ce serait peut-être ouvrir beaucoup trop de portes. Prenons juste l'exemple de la Russie depuis 3 ans. Évidemment que nous devons penser en convergence avec les Canadiens, avec les Turcs, avec les Norvégiens, avec les Suisses. C'est aussi ce que, je crois, Marc évoquait en évoquant le fait que l'Europe de la défense ne se construit pas à 27, mais devrait être triangulée. Des institutions pardon, de l'Union européenne pour peut-être donner le sentiment qu'il y a une position européenne, une diplomatie ou l'émergence d'une politique européenne, politique étrangère pardon, européenne,
L'idée que la communauté politique européenne, composée de 47 membres, en gros, le Conseil de l'Europe moins la Russie, l'OSCE moins la Russie et moins les États-Unis, font que notre avenir est évidemment notre avenir stratégique, notre équilibre de pacifié nous implique de penser à notre voisinage stratégique. Et notre voisinage stratégique, c'est bien évidemment l'Est européen, c'est les mers européennes, la mer Baltique, l'océan Arctique, évidemment l'océan Atlantique, pas seulement dans sa dimension du nord, mais dans sa dimension du sud, la Méditerranée. Vous le savez, je suis un fervent défenseur d'une coopération sécuritaire militaire euro-méditerranéenne, comme elle avait émergé à partir de 2000 avec le 5 plus 5, les 5 pays de l'arc latin et les 5 pays du Maghreb. Mais bien évidemment, et on le voit aujourd'hui dans la confrontation entre l'Iran et Israël, des configurations stratégiques innovantes, un nouveau Moyen-Orient qui nous oblige aussi à penser que l'Europe a aussi sa place, son mot à dire dans son voisinage du sud-est, que ce soit dans le sud-est européen, en Méditerranée orientale. Nous amenons donc à un dialogue stratégique avec la Turquie, sans forcément vouloir l'intégrer dans l'Union européenne, mais bien au-delà, le Golfe Persique, l'Asie centrale, l'Asie médiane, l'Asie centrale et bien évidemment la dimension de l'Indo-Pacifique. Donc nous devons investir dans les les dispositifs, dans les éléments dont l'Union européenne n'est pas suffisamment dotée, l'ordinateur, le calculateur quantique, je l'ai évoqué, l'énergie thermonucléaire, on pourrait évoquer aussi les microprocesseurs, car si nous voulons peser demain, il faut que dans nos missiles, nous ayons des capacités de les fabriquer avec nos composants et ne pas être dépendants. L'autonomie stratégique, c'est l'indépendance et ne pas être dépendant ni des États-Unis et ni des producteurs de microprocesseurs qui sont indirectement Taïwan, mais on le sait, avec le rapatriement de TSMC de Taïwan vers la Californie, désormais les États-Unis. Alors, pour terminer ce court propos, et après, combien de temps tu me laisses encore, Marc? Oh, tu peux parler encore 10 15 minutes, il n'y a pas de problème. 10, d'accord, d'accord. Alors, voilà un élément sur lequel on pourrait d'une certaine façon opérer une forme de mise à l'épreuve ou d'expérimentation. On parle beaucoup d'autonomie stratégique, on évoque souvent l'idée que nous devrions remplir ou compenser les trous dans la raquette, si vous m'autorisez l'expression, que nous devrions être imperméables aux menaces auxquelles nous faisons face. Et puis, quand on pense l'autonomie stratégique, force est de constater que parfois, on en oublie l'essentiel. Alors, évidemment, l'autonomie stratégique, c'est d'avoir des capacités de drones qui puissent demain faire face aux millions de drones que la Russie est en train de construire. Avons-nous l'ambition, les industriels, les moyens ou un plan pour faire de l'Europe un puissant créateur, fabricant de drones? Non, puisque nous les achetons aux Israéliens, puisque nous achetons aux Américains et puisque nous allons même jusqu'à les acheter aux Turcs. Force est de constater que parfois nous en devenons un peu contradictoires dans nos réflexions quand nous faisons appel à ceux qui, précisément, ne sont pas forcément ou qui sont dans une logique concurrentielle sans entrer dans une quelconque focalisation sur un pays en particulier. J'ai beaucoup parlé de la Turquie, mais je crois que c'est quand même un petit peu un cheval de Troie de l'espace stratégique européen et périphérique et voisin de l'espace européen. Donc bien sûr que nous devons penser aux trous capacitaires que nous avons. J'ai ici un tableau, je pourrais vous dire qu'il nous manque bien sûr des avions de combat. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général de l'OTAN a évoqué l'idée que l'Europe devrait peut-être davantage mettre de moyens pour l'achat immédiat de F-35 et peut-être moins avoir l'ambition de construire un système de combat de l'aviation du futur, c'est-à-dire un espace, un avion européen, à défaut d'être franco-allemand, franco-britannico, italo, espagnol et français, et allemand, j'en ai oublié. Bien sûr que nous avons la nécessité urgente de nous doter de matériel qui devrait faire la différence s'il y avait un jour, je ne pense pas que nous en soyons prêts, une confrontation directe entre les quelques 1,6, allez, 2 millions de troupes que la Russie pourrait mettre en branle
soldats plus réservistes et les quelques 1,2, 1,3 millions de soldats de l'OTAN. Si l'on compare les budgets militaires de l'OTAN, si on compare les budgets donc les budgets militaires donc des États-Unis, 1000 milliards, le budget des pays non périphériques aux États-Unis, pour être tout universitaire, ça doit être précis, donc je vais être moi-même le plus précis possible, les quelques 967 milliards d'euros donc que constitue la capacité militaire des États-Unis, plus les quelques 400 à quelques dizaines de milliards près, vous m'en excuserez l'imprécision, l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, plus la Norvège, plus le Canada, 450 milliards, ça veut dire qu'on a 1,5 trillion de dollars de capacité militaire. Alors, comparaison n'est pas raison, mais enfin, quand même si il faut s'offusquer et finalement être très vigilant sur les quelques 40% désormais 36-40% de budget que consacre la Russie à sa défense depuis 3 ans. Le budget de la défense de la Russie, ce n'est que 150 milliards. Donc, relativisons un peu. Si on est dans une autre dimension stratégique, si on met ensemble l'ensemble des budgets des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, on a abouti à une économie de 50 trillions, c'est-à-dire quasi la moitié des budgets planétaires. Et donc, je vous rappelle que le budget pas 50 milliards, pardon, je me trompe, 1000 milliards de, 1000 milliards de dollars d'économie mondiale, les 50 milliards d'économie, non, je me trompe, 50, ben, je le dis en trillions, c'est plus simple. L'économie mondiale, c'est une économie de 1000 trillions de dollars, l'économie que j'ai évoquée, la corrélation pardon, des pays de l'OTAN, c'est 50 trillions. Je rappelle que le budget de la Russie n'est pas plus élevé que 2 trillions de dollars ou d'euros. Donc, essayons peut-être de comprendre que notre investissement n'est pas seulement un investissement dans une économie de guerre, même si nous devons tenir compte du fait qu'il faille une accélération absolue, quelques chiffres pour euh, vous en donner la preuve. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les États-Unis entendent produire 90 000 munitions par mois, sachant que la Russie en construit 50 000 par jour. Et que, accessoirement, au plus fort des combats, heureusement, l'intensité en a été réduite. Le plus fort des combats, je prends l'exemple du deuxième semestre 2022, quand la Russie tirait 50 000 obus par jour contre 5 à 10 000 par l'Ukraine. Vous voyez bien que nous sommes là dans une logique où l'armée ukrainienne fait ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire qu'elle résiste et qu'elle s'adapte de manière très agile, pour ne pas dire peut-être parfois artisanale, mais qu'elle résiste beaucoup plus que le très haut niveau de technologie que nous estimions être notre plus forte capacité de protection contre la menace russe. Ceci étant dit, nous devons donc aussi avoir à l'esprit, et je viendrai presque à en terminer par là, que à force de considérer que l'Europe de la défense, ce n'est qu'un élément qui concerne les militaires. Et je sais que c'est un sujet sur lequel euh, ILDN et vos partenaires de l'ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons, sont particulièrement vigilants, sur lequel ils sont particulièrement vigilants, l'idée sur laquelle il y aurait finalement une forme de petit cercle de ceux qui savent et de ceux qui devraient finalement garder cela pour soi. La question budgétaire de la défense, la question de l'interopérabilité, la question de tout simplement de l'utilisation ce qu'on appelle la politique de défense ou la manière de je cherche le bon mot, la cohésion la cohésion sociétale auquel toute nation devrait avoir l'esprit est prise en défaut. Et que je prendrai que quelques exemples, deux exemples caractéristiques. Le premier exemple consiste à dire que, alors précisément qu'il faut impliquer les Européens, les citoyens européens à leur défense, appelons ça les forces morales. Le président Emmanuel Macron est parfois très disert et parfois très littéraire
pour ne pas dire parfois très dithyrambique, quand il évoque Thucydide. Hein. Je dis ça parce que lors d'un discours qu'il avait prononcé à l'hôtel de Brienne, il y a de ça 3 ans, il avait évoqué que l'économie de guerre, c'était aussi les hommes qui arment les systèmes d'armes. Là, il avait raison, en évoquant le fait qu'une nation doit pouvoir se défendre sur son territoire et avoir la volonté de défendre ses murailles avant de vouloir se projeter au-delà des murailles. Enfin, quelle n'est pas la contradiction que de classifier la nouvelle revue stratégique, d'en faire un sujet qu'entre soi, entre militaires, entre experts, alors même que dans le même temps, pour convaincre nos citoyens que nous sommes en guerre hybride, en guerre indirecte, nous devons évidemment leur faire prendre conscience qu'ils sont aussi une partie de notre défense et de notre capacité résiliente. Comment peut-on, d'un côté, appeler à ce qu'il y ait une mobilisation des banques, appeler à l'épargne des citoyens en France et en Europe, appeler, et c'est une bonne chose, Jean-Louis Thériault, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, a d'ailleurs reçu une mission du président de la République, je cite, pour la définition d'une stratégie européenne d'industrie de défense, où il appelle à ce que les PME, hein, peut-être faut-il rappeler que nous avons des champions industriels, que nos champions industriels ont une capacité absolument considérable de vendre du matériel à l'extérieur de l'Union européenne. Ne prenons que l'exemple français. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des quelques 20 grands groupes industriels de défense est 35 milliards d'euros, mais sans oublier que 80% de ces industries de défense sont des entreprises de taille intermédiaire. Et que les 4000 entreprises, les 250 000 emplois directs sont avant tout des PME et des ETI. Comment impliquer ces PME et ces ETI? Comment impliquer les élus locaux si on ne leur fait pas confiance pour la définition des objectifs sur lesquels nous devons assumer notre sécurité? Il y a donc un hiatus entre, d'un côté, une forte volonté de créer une cohésion sociale sur notre capacité à nous défendre, et en même temps, l'idée sur laquelle ces sujets sont trop sérieux pour que le citoyen puisse s'en emparer. Je fais cette parallèle, car sur la question nucléaire, c'est à peu près la même narration que nous avons entendue en disant que c'est quelque chose qui ne doit pas rentrer dans le débat public, car c'est trop sérieux, car ça implique la sécurité de nos citoyens. Vous avez évoqué ma rencontre avec un membre, euh, un collègue de l'OTAN, qui me donnait un deuxième exemple d'une contradiction de l'ambiguïté stratégique, et j'en viendrai presque à conclure mon propos en évoquant le fait que parfois, parfois nous avons trop pensé à la vision stratégique sans penser à l'opérationnel. Et là, je vais vous donner un exemple, un cas d'école. Nous sommes nous-mêmes donné les verges pour nous sanctionner d'une certaine manière. Nous appelons à la fin donc des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Nous appelons à une économie décarbonée à l'horizon 2030-2050. Or, si nous n'avons pas la capacité de fournir en essence les avions, les chars de combat et les matériels que nous appelons à grands frais à reconstruire, vous comprenez bien qu'il y a là une contradiction absolue. J'ai là quelques chiffres à vous donner. Aujourd'hui, nous avons 12 raffineries dans l'espace de l'Union européenne. À l'horizon 2050, 11 vont fermer. Une seule sera effective, ici même en Pologne. Si nous avons une augmentation des nombres des avions de combat, des F-35, des Gripen, des Rafales, sans doute, j'espère en tout cas, le successeur du Rafale, c'est une augmentation de 60% de la consommation actuelle de carburant auquel il va falloir faire face. Donc voilà une autre contradiction. Aujourd'hui, l'objectif est que 70% de l'aviation civile, mais vous le déploierez aussi et vous l'utiliserez pour l'aviation militaire, puisse bénéficier donc de ce qu'on appelle les SAF, c'est-à-dire les essences, chimiques, enfin les essences le terme ne revient pas à l'instant, mais ça va me revenir. Alors, là aussi, une contradiction absolue, puisque synthétique, les essences synthétiques, le fuel synthétique.
Donc l'Union européenne a voté, hein, la Commission européenne a dit qu'à l'horizon 2050, 70% du carburant pour l'aviation devait être synthétique. Or, nous n'avons pas la capacité de le fournir. Donc que faisons-nous? Un peu comme sur les hydrocarbures, pétrole et gaz, ben, nous allons lâcher aux États-Unis. Hein, la dépendance que nous avions ou qu'un certain nombre de pays avaient vis-à-vis du gaz et du pétrole russe s'est transformée en une dépendance au gaz et au pétrole de schiste nord-américain, américain, états-unien et canadien. Ben, c'est la même chose en ce qui concerne ces essences synthétiques dont nous aurons besoin à l'avenir. Dernier point, nous sommes en train de fermer tous les éléoducs pour une raison simple, c'est que la plupart des éléoducs venaient de l'Iran, à travers la Turquie, du Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, à travers la mer Caspienne, et de Russie. Et donc nous sommes en train de les fermer pour une raison simple, c'est que nous estimons que nous ne pouvons plus avoir les mêmes relations. La France vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, un autre contendeur stratégique enfin tout aussi dangereux que la Russie, mais enfin d'une moindre intensité. Force est de constater qu'avec l'Iran, c'est un peu bloqué pour les prochaines semaines, pour ne pas dire pour les prochains mois et les prochaines années. Et si nous n'avons plus de léoduc pour venir être en capacité de défendre l'espace est-européen, ben nous avons un sacré problème. Et nous aurons un sacré problème pour défendre précisément ce flanc est-européen de la Finlande à la Roumanie, avec évidemment une prise de conscience aujourd'hui de quelque chose auquel nous aurions dû prendre conscience déjà il y a 10 ou 20 ans. Encore une fois, je rappelle que la mobilisation, l'anticipation pardon, stratégique est peut-être ce qui a manqué à l'idée de cette autonomie stratégique. Dit en d'autres mots, l'autonomie stratégique, c'est pas pour demain. L'autonomie stratégique, ce sera quand nous n'aurons plus les matériels militaires qui ne sont pas obsolètes, puisque nous sommes en train de les remoderniser, ou nous sommes en train de les racheter à vitesse grand V par obligation. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, l'a dit lors d'une conférence à Chatham-House, prononcée à Chatham-House, donc à Londres, il y a 2 semaines, en disant qu'il y a une obligation. En gros, d'une certaine façon, il a presque fait une sorte de plaidoyer pro domo en disant qu'il n'y a pas d'autre matériel disponible aujourd'hui autre que le matériel américain ou sud-coréen, et que si nous voulons être prêts dans l'éventualité que la Russie se réarme, il a évoqué cette date de 5 ans, et la capacité de se régénérer pour éventuellement être une menace pour les pays de l'OTAN, nous devons massivement acheter aujourd'hui. Or, un système d'armes, je parle devant plusieurs officiers et officiers généraux, c'est un minimum de 35, 40 ou 50 ans. Et que l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique, l'économie des guerres, c'est pas pour maintenant, c'est pour l'avenir. C'est ce qui me permet de dire que nous aurions dû déjà avoir cette réflexion quand il s'est agi de construire le premier balbutiement, la première étape d'une communauté européenne de défense. Dernier point, et je crois que c'est un point qui permettra sans doute d'engager un débat, je le sais, riche avec vous. Moi, je crois plus profondément à l'idée que la défense européenne est majoritairement entraînée, engagée par des bipolarités stratégiques plus évidentes parce que ces pays ont l'habitude ou ont plus une autre interopérabilité évidente. Je prends l'exemple, le premier exemple plus ancien pour aller vers le plus récent, le traité de Nancy entre la France et la Pologne en 2010, nonobstant déjà une certaine forme de fragilité de perception d'une Europe de la défense entre la Grande-Bretagne ses partenaires de l'Union européenne, le traité de Lancaster House a montré que parfois, deux pays qui ont en commun des théâtres d'opération, le sous-marin en ce qui concerne le nucléaire ou la capacité de construction de torpilles, les milliards étant un excellent exemple de cela, ou la capacité d'entrer en premier sur des théâtres d'opération, la Combined Joint Expedition Force, qui malheureusement n'a pas pu être mise en place parce que les Britanniques n'ont pas voulu le faire au Sahel en 2013. Bref, à travers cette première émergence d'une bipolarité stratégique ou d'une convergence stratégique bipolaire, plutôt mieux de le dire ainsi, entre la France et la Grande-Bretagne, Lancaster House, entre la France et l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle en janvier 2019, qui ne fait que réaffirmer la nécessité que l'Europe sans la France et l'Allemagne n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu cette idée
conforté, réaffirmé avec le traité de l'Élysée en 1963, le traité du Quirinal entre la France et l'Italie en novembre 2021. Je continue la liste, le traité de Barcelone entre la France et l'Espagne en janvier 2023, et puis le dernier, le traité de Nancy, le 9 mai 2025. En fait, l'Europe de la défense, c'est surtout la volonté de deux États de mettre en commun des moyens militaires, de vérifier s'ils ont les mêmes ambitions stratégiques. Je prends à dessein la Pologne, car le sujet de la dissuasion nucléaire a été très activement remis dans le débat public parce que les Polonais vont beaucoup plus loin que d'autres pays européens en disant qu'ils veulent, entre guillemets, non pas partager, mais ils veulent bénéficier en priorité de cette dissuasion nucléaire. Je rappelle que le général de Gaulle avait d'emblée dit les choses en 1961. La dissuasion nucléaire française protège les voisins de l'espace européen que sont, à l'époque, les 5 autres pays qui ont créé à la fois qui sont à l'initiative et du traité de Rome en 1957, mais auparavant, évidemment, du traité créant la CECA, l'Euratom, en 1951, avec donc le balbutiement d'une Europe concentrique autour donc des voisins, puisque c'est ça dont il s'agit. L'Europe, c'est les voisins de la France et l'Allemagne. Et l'Italie étant voisin de la France, et évidemment les Pays-Bas étant voisins limitrophes de l'Allemagne. Bref, est-ce que l'Europe de la défense n'est pas forcément une Europe concentrique à vitesse ou à géométrie variable? Ça a été évoqué par Marc dans son questionnement. Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt peut-être parfois à privilégier des formats hybrides? J'en prends un qui a montré sa réussite, le triangle de Weimar, faussement intitulé triangle de Weimar entre la Pologne, la France et l'Allemagne. Maintenant, on appelle ça le Weimar Plus. Donc la France, l'Allemagne et la Pologne, donc de la Baltique à la Méditerranée, en y adjoignant justement l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Finalement, ce que le président Emmanuel Macron évoque quand il dit que l'Europe est prête à assumer sa responsabilité en Ukraine. Ce n'est pas l'Europe, c'est un certain nombre de pays européens qui ont décidé, au-delà des institutions européennes, de se mettre en capacité et en conformité pour cela. Et je termine mon point de vue, qui sera résumé en une phrase. L'Europe de la défense, ce ne sont pas des process, ce ne sont pas des institutions, mais des process. L'Europe de la défense consisterait à ce que, pour un certain nombre de décisions, on abandonne la règle de l'unanimité pour basculer, comme 80% du processus normatif européen, au principe de la double majorité, 55% des États, 65% de la population, ce qu'on appelle la majorité qualifiée, ou la majorité, ou la double majorité, ou autrefois aussi, appelée la double majorité. Peut-être est-ce là 15 des 27 pays, peut-être est-ce là aussi une façon de montrer la capacité de penser avant tout aux résultats et pas forcément aux moyens. Enfin, pardon, de penser d'abord aux moyens et pas forcément aux résultats. La formule du général de Gaulle était évidemment dans ce sens-là et pas dans le sens que j'ai évoqué précédemment. Voilà quelques éléments que je pose sur la table pour pouvoir engager le débat avec vous ayant été un petit peu plus long. Je m'en excuse.